Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, les fidèles catholiques célèbrent l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. À la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atekoubé et à Saint-Kizito de Williamsville, les fidèles catholiques ont été appelés à renforcer leur foi à travers la prière et la méditation. La semaine de l'Afrique a pris fin hier en France. La rencontre a permis de faire découvrir au monde l'art africain dans toute sa splendeur. L'événement s'est tenu au siège de l'UNESCO et le Premier ministre Patrick Achi était présent à cette cérémonie officielle de clôture. Le Conseil national des droits de l'homme est une institution de la République de Côte d'Ivoire. Le CNDH est composé de plusieurs personnalités de différents secteurs d'activité avec en majorité des magistrats. Eh bien, c'est cette institution qui aujourd'hui se veut plus que jamais proche des populations que nous fera découvrir dans quelques minutes. Éric Goré, ce sera dans le dossier politique de ce soir. Mais avant, on se rend à Paris, en France, pour ouvrir ce journal. La semaine de l'Afrique a pris fin hier, 25 mai 2022. La rencontre a permis de faire découvrir au monde 3 jours durant l'art africain dans toute sa splendeur. L'événement s'est tenu au siège de l'UNESCO et le Premier ministre Patrick Achi était justement présent à cette cérémonie officielle de clôture. Envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Pour la cérémonie officielle de clôture de la Semaine africaine de l'UNESCO, Patrick Achi est à Paris. Le Premier ministre représente le haut patron de cette édition 2022, le chef de l'État Alassane Ouattara. Toute cette semaine, l'Afrique a présenté au monde ce qu'elle a de plus beau, sa culture. Pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire, qui a séduit bien de cœur. La Côte d'Ivoire est notre modèle. Elle impressionne par sa capacité de résilience. À peine sortie d'un conflit fratricide, elle offre une santé économique des plus enviables. La résilience, c'est notre thème de cette année. Résilience, dynamisme économique et culturel, mais aussi démographique, dont l'engagement de l'UNESCO à faire de la jeunesse une priorité. C'est une priorité de principe, mais c'est aussi une priorité très concrète qui se traduit par des engagements budgétaires, qui se traduit par des engagements programmatiques. Pour le chef du gouvernement, cette célébration est au cœur même de la vision du chef de l'État. Vous connaissez l'attachement du président de la République aux combats primordiaux de l'UNESCO pour l'éducation, les sciences et la culture partout dans le monde et son serment séculaire pour l'émergence d'une Afrique en paix, libre et prospère. Ce sont ces 2 engagements que nous avons célébrés au travers de ce rendez-vous privilégié, de cette fête dédiée au berceau de l'humanité, notre continent. L'Afrique, désormais à la croisée des chemins, doit faire le choix de la paix, de la stabilité et du développement, mais surtout valoriser son patrimoine culturel. La création africaine, source inestimable d'inspiration pour le monde, ne profite que trop peu à nos peuples et nos États. Il devient impérieux que nous, puissance publique, accordions au secteur culturel et artistique l'attention et l'accompagnement qu'il mérite, afin d'en faire des leviers stratégiques de développement qui, à travers l'éclosion et la promotion de talents, contribuent au rayonnement et au progrès social et économique de nos pays. Le Premier ministre a pour finir rappelé l'engagement ferme de la Côte d'Ivoire à se tenir toujours prête pour cette Afrique nouvelle. Partout où les citoyens du monde se rassembleront pour unir leurs forces et leurs intelligences, afin de faire advenir ce monde meilleur et plus durable, la Côte d'Ivoire s'investira, proposera et agira. Jeudi 26 mai 2022, 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, les fidèles catholiques célèbrent pour l'année 2022 donc l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel à la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé comme à Saint-Kizito de Williamsville dans la commune de Adjamé. Les fidèles catholiques ont été appelés à renforcer leur foi à travers la prière et la méditation. Ils ont surtout été invités à l'amour du prochain. C'est ce que nous rapporte Grâce Kando. L'élévation de Jésus au ciel, célébrée ce jeudi, 40 jours après la fête de Pâques. À la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé, il est un peu plus de 7 heures. Les fidèles arrivent de partout pour prendre part à la célébration.
Nous devons vivre ce moment comme la source de notre espérance. Parce que le Christ est ressuscité, nous donne le chemin de la foi, nous indique le chemin de l'éternité. Nous devons donc, dans notre vie de tous les jours, vivre en parfaite cohésion, en parfaite harmonie avec nos frères, pour que nous puissions tous être portés vers la montée du Seigneur et garder la foi et l'espérance. Moment de ferveur et de communion pour les fidèles. Cette célébration qui marque la fin de la vie terrestre de Jésus a plusieurs significations. L'ascension vient comme le couronnement qui nourrit l'espérance de notre foi. Il va aujourd'hui vers le Père. Il n'est pas un mort vivant qui est là sans vocation qui traîne, mais il va vers le Père. Il est notre premier défenseur et celui qui intercède désormais pour tous, premier vivant d'entre les morts. Il faut comprendre que la vie désormais ne meurt plus, elle est donnée à tous. Le Seigneur Dieu vient pour semer sur nos têtes des hommes la vie. Et nous devons tous œuvrer comme des missionnaires pour la vie afin que la lumière de Dieu éclate et rayonne dans notre monde. À Saint-Kizito de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, la fête de l'Ascension a été également commémorée. C'est le début de l'Église, c'est la mission des apôtres, c'est notre mission. Nous sommes invités à être témoins aujourd'hui, nous aussi aller au Cénacle, recevoir le Saint-Esprit de par notre baptême et témoigner du Christ dans notre vie et partout. Et nous devons savoir que désormais, c'est dans la prière, l'adoration, la contemplation que nous sommes en communion avec le Christ qui part vers le Père. Ça doit nous amener à savoir que non, si on a suivi le Christ, notre royaume ce n'est pas ici-bas. Nous devons nous préparer à suivre ces recommandations pour qu'aux derniers jours de notre vie, nous puissions être dans le royaume là où il est, à la gloire du Père. Après la fête de l'Ascension, dans 10 jours, les fidèles vont célébrer la fête de la Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette fête vient boucler le temps pascal qui dure 50 jours. Voilà, commémoration de l'Ascension dans la louange et le recueillement à Boaké également. Charlotte Atou était à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il nous rapporte les temps forts de cette commémoration. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'archidiocèse de Boaké ne désemplit pas à l'occasion des messes commémoratives de l'Ascension. Pour la commémoration de l'élévation miraculeuse de Jésus au ciel, ils sont venus nombreux se nourrir de la parole de Dieu. L'Ascension, qui peut être comme une absence de Dieu, est plutôt la célébration d'une autre forme de présence du Seigneur au milieu de nous. Jésus, désormais, il n'est plus présent physiquement. Mais après sa résurrection, il promet non seulement le Saint-Esprit à ses apôtres, mais il promet d'être là avec eux, à travers sa parole, à travers la célébration eucharistique. Des louanges à Dieu et des prières pour la réception du Saint-Esprit ont marqué la commémoration. Et on change complètement de sujet. Des hommes d'affaires turcs séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils sont intéressés par des investissements, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'immobilier. Conduits par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie, ils ont été reçus par la ministre Kandia Camara. Le compte-rendu de leur entretien avec Michel Digré. Après 2 missions de prospection en Turquie, l'offensive diplomatique menée par la ministre Kandia Camara au pays de Recep Tayyip Erdogan commence à porter ses fruits. C'est le consul honoraire de Côte d'Ivoire à Samsun en Turquie qui conduit la délégation d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de créer des liens économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie dans différents secteurs d'activité. Et nous avons fait cette promesse-là à Madame la ministre d'État lors de sa visite en Turquie. Et nous sommes là aujourd'hui avec cette délégation d'hommes d'affaires pour rencontrer les hommes d'affaires ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie donne sa stratégie pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous sillonnons des villes et avec le soutien de certaines structures en Côte d'Ivoire, dont le CPC, nous avons pu organiser un petit forum
au cours duquel des informations intéressantes ont été communiquées aux opérateurs économiques turcs. Nous avons également déjà tenu au niveau de la grande ville qu'est Istanbul un important forum économique. Nous avons fait de même au niveau d'Ankara et ce sont des initiatives que nous comptons entreprendre dans toutes les grandes villes de la Turquie. Pour la ministre Kandia Kamara, la diplomatie économique constitue une priorité pour le chef de l'État. Je me félicite de ce que les instructions données par le président de la République soient bien entendues par nos ambassadeurs, à savoir qu'il faut orienter la diplomatie de plus en plus vers l'économie, faire de la diplomatie économique. Et aujourd'hui, la preuve est faite ici avec cette forte délégation d'hommes d'affaires venus de la Turquie. Ils sont dans la construction, dans la santé, dans l'automobile, dans l'agriculture. Je les encourage à revenir très bientôt pour s'installer ici en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires turcs sont aussi intéressés par l'économie sportive. Ils ont eu une séance de travail avec le ministre des Sports. Ayant l'opportunité d'avoir la visite aujourd'hui de cette forte délégation turque, cela montre que notre pays a de l'attractivité pour la Turquie. De nombreux investisseurs sont déjà présents sur notre territoire. Et en matière de développement de l'économie sportive, nous avons de nombreuses opportunités et nous voulons nous inspirer de l'expérience turque pour optimiser tous les investissements que nous sommes en train de faire, notamment dans le cadre de la CAN 2023. Un ordre du mérite de la paix, bientôt institué en Côte d'Ivoire. C'est un vœu cher, en tout cas, au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konan-Bertin, qui a rencontré mardi la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, pour justement échanger sur la question. On en sait plus avec Laure Goretti et Moussa Konaté. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, dans les locaux de la grande chancellerie, Bertin Kwadwo Konan s'est entretenu avec Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, notamment la mise en place d'un ordre du mérite de la paix. Je suis venu dans un premier temps lui rendre une visite de courtoisie. Et nous en avons profité justement pour traiter de thématiques que nous avons donc en commun, puisque vous savez bien qu'elle est la gardienne de l'ordre de la paix. Et donc, tous ceux qui font la paix, qui se battent au quotidien pour la paix sur le terrain, il est question que nous envisageons de leur donner des instruments qui puissent donc les encourager et à continuer à servir de modèle. D'où la nécessité, en ce qui nous concerne, de mettre en place un ordre du mérite de la paix. Mais nous ne pouvons pas, en tant que ministère, songer à un tel ordre sans nous référer, n'est-ce pas, à la chancellerie. Donc nous sommes venus justement pour en discuter. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a entrepris plusieurs actions pour aboutir à une paix définitive. À cet effet, Bertin Kwadwo Konan multiplie les échanges avec les acteurs politiques, de la société civile, les chefs traditionnels et bien d'autres. Je vous l'annonçais en titre, on évoque à présent le Conseil national des droits de l'homme. C'est une institution de la République de Côte d'Ivoire. Le CNDH est composé de plusieurs personnalités de différents secteurs d'activité, avec en majorité des magistrats. Cette institution veille de façon permanente à la protection et à la promotion des droits de l'homme à travers donc ses différents démembrements à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le CNDH a également comme prérogative la sensibilisation sur les questions liées aux droits de l'homme. Eh bien, c'est cette institution qui aujourd'hui se veut plus que jamais proche des populations que nous fait découvrir notre reporter Éric Goré, et c'est dans le dossier politique de ce soir. Le Conseil national des droits de l'homme. Non, je ne connais pas. Le Conseil national des droits de l'homme. Est-ce que tu connais? Bon, pas trop. Tu n'as jamais entendu parler? Non. Mais est-ce que vous savez où son siège est situé? Non, je ne sais pas. Cet imposant bâtiment, visible aux deux plateaux dans la commune de Cocody, abrite le siège du Conseil national des droits de l'homme. Ce matin, des conseillers du CNDH sont réunis en assemblée. Ils analysent des dossiers. Pour la plupart, ces dossiers touchent aux droits de l'homme. Nous avons le mandat de promotion, à savoir faire connaître aux populations leurs droits afin qu'elles puissent les revendiquer utilement. Et nous avons également un mandat de promotion, un mandat de défense,
à savoir que le CNDH est autorisé à recevoir toutes les populations, à les assister, à les orienter. Outillés en la matière, ces professionnels de ces questions vérifient chaque disposition pour apprécier des violations des droits de l'homme. Koulibaly Harouna est dans les locaux du CNDH. Cette maison, il la pratique depuis 1 an. Une affaire de 100 millions de francs CFA l'opposait à une structure immobilière. Une structure nous a pratiquement arnaqué d'une valeur de plusieurs millions, une centaine de millions à peu près. Nous sommes arrivés au CNDH pour venir présenter notre doléance. J'ai eu une grande partie de satisfaction parce que la majeure partie de ce dont la structure me devait, je l'ai eu. Si Koulibaly Harouna se dit aujourd'hui satisfait, c'est grâce à la direction requête et investigation du CNDH. Comme Koulibaly, Sébastien Conan a été orienté efficacement, lui qui a failli perdre tous ses droits après un accident de travail. Un problème d'accident, donc ça m'a causé un problème auditif, Je suis passé à l'interrogation, tout, j'ai envoyé les preuves, tout, et ils sont rentrés en action. En un rien de temps, mon problème a été réglé. On devrait me faire une expertise, ça a été fait. Et par rapport à l'expertise, je suis rentré, j'ai bénéficié de ma rente viagère. Comment se fait la saisine de la direction requête et investigation du CNDH? Maître Danyogo Makaya en est la directrice. Nous disposons de plusieurs modes de saisine, notamment la saisine directe qui consiste en un courrier à l'adresse de Madame la Présidente faisant cas des allégations de violation des droits de l'homme. Et puis il s'agit des appels via le numéro vert. Nous disposons d'un numéro vert qui fonctionne 24/24 et 7 jours sur 7 par lesquels les requérants peuvent nous saisir également. Il y a également les autosaisines qui émanent des agents du CNDH, c'est-à-dire du CNDH lui-même qui peut s'autosaisir d'une question de violation des droits de l'homme, bien qui pourrait conduire à une violation des droits de l'homme. Il s'agit également des appels, des saisines via le site web, puisque nous disposons d'un site web, également des saisines à travers notre adresse électronique. C'est-à-dire que les requérants peuvent nous saisir par voie de courriel, par exemple. La promotion du genre se fait également ici. Dr Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du CNDH, est en charge du genre. Ça peut être, voilà, j'ai été enceinte, le monsieur a reconnu l'enfant, il ne participe pas à l'éducation de l'enfant, il n'y a pas de pension alimentaire. J'ai été renvoyée de mon travail sans qu'on ait payé mes droits. C'est des conseils qu'on donne. S'il est arrivé aussi des gens qui sont partis peut-être à la justice et qui sont peut-être mal pris. Ou au moment où ça passait au tribunal, ils n'ont pas su. Donc ils sont complètement perdus, ils reviennent vers nous. Les activités du Conseil national des droits de l'homme sont coordonnées par un secrétaire général. Diané Hassan est magistrat de formation. C'est lui qui met en musique les décisions de la commission centrale. J'ai sous ma responsabilité les directions techniques. Et chaque direction technique a des départements thématiques qui s'occupent d'une thématique relative aux droits de l'homme. Et chaque dossier traité par ce département me sont remontés pour transmission à Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme. Nabizata Sangari, c'est la première responsable de cette institution nationale. J'invite les populations ivoiriennes, en tout cas tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à saisir le CNDH, qui est un mécanisme non juridictionnel de protection des droits de l'homme, avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme, à Abidjan, aux 2 plateaux wallons, ensuite à l'intérieur du pays, dans les 31 régions. Toujours à la tâche et sans interférence, le Conseil national des droits de l'homme a été accrédité cette année au rang du statut A, conformément aux principes de Paris. C'est le plus haut grade en matière des droits de l'homme. Et on reste avec le Conseil national des droits de l'homme qui implique justement la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les chiffres en Côte d'Ivoire restent préoccupants. 79 cas
enregistrés du 1er novembre 2021 au 30 mars 2022. Les nombreux cas de règlement à l'amiable en sont pour beaucoup. Et Ayam Sokro, donc, Namizata Sangare, la présidente du CNDH, et Nanan Amon Désiré Tanoué, le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, se sont engagés à travailler de concert pour justement accentuer la lutte. Le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de ces tournées de contact dans les structures sous sa tutelle, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était hier à l'École multinationale supérieure des postes et à l'École africaine des technologies de l'information et de la communication. Il était question pour Amadou Coulibaly de s'imprégner des conditions de travail de ces deux établissements. On fait le point avec Serge Pakom-Didi et Okambawa Godefroy. Dans le cadre de ces tournées de prise de contact dans les structures sous tutelle, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, s'est rendu à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication et à l'École multinationale supérieure des postes. Deux structures d'enseignement dont la vocation est de mettre sur le marché de l'emploi des cadres de haut niveau capables d'être absorbés aisément autant par le secteur public que par le secteur privé. À travers des visites guidées des différents locaux, des séances de travail avec le personnel et les différentes directions générales, le ministre s'imprègne des conditions de travail. La réforme des textes fondateurs de l'ESATIC devient une priorité. Tout le personnel, vous saurez gré des dispositions qu'il vous plairait de faire prendre pour renforcer les textes conduisant à la nomination des sous-directeurs qui viendraient appuyer les 4 directeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Un projet de construction et d'équipement de l'école, c'est un projet, on va dire, très cher, très ancien. Et on espère, monsieur le ministre, avec votre leadership, que ce projet-là, qui est déjà bien avancé, va connaître un essor. En rappelant la vision de l'État qui est d'accélérer la transformation digitale et faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation d'ici à 2025, Amadou Coulibaly rassure quant à l'appui et l'accompagnement du gouvernement. Ces deux écoles ont de grosses difficultés, essentiellement dues au site sur lequel elles se trouvent, site qui a été phagocyté pendant, je dirais, les périodes troubles donc, de notre pays et qui a vu que leur espace s'est vu réduit. Nous sommes venus constater tout cela in situ. C'est tout cela qui montre l'intérêt des visites de terrain que nous faisons. Parce que quand on regarde les résultats, on peut rester dans son bureau et se satisfaire. Avant d'autres rencontres plus techniques, le ministre invite les responsables et le personnel à plus d'engagement pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle dans la perspective d'une croissance continue. À présent, les chiffres liés à la Covid-19. « 25 nouveaux cas, 12 guéris, 0 décès fort heureusement. À la date du 26 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 141 cas confirmés, dont 81 264 personnes guéries, 799 décès et 69 cas actifs. Le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Faisons-nous vacciner et surtout, appliquons les gestes barrières. Les travaux de réhabilitation des voiries des villes de la Côte d'Ivoire, travaux voulus par le président de la République, Alassane Ouattara, visent à donner un visage des plus reluisants à toutes les localités du pays. Dans la région du Sud Komoué, ces travaux sont bien avancés. Et pour ce qui concerne en tout cas la première phase, une mission du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a bien pu s'en rendre compte. C'était lors d'une récente visite de terrain. On y va tout de suite. Ayamé, région du Sud Komoué. La commune a fière allure. 2,210 km de bitume pour un investissement de 1,6 milliard de francs CFA. Maféry, toujours dans le Sud Komoué. Les voies du lycée, du marché et bien d'autres voies ont également reçu du bitume. Une dotation totale de 2,060 km qui a nécessité un décaissement de 1,5 milliard de francs CFA.
Les travaux de réhabilitation des voies de la Côte d'Ivoire, voulus par le président de la République, Alassane Ouattara, sont en pleine évaluation par une mission du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Tout comme à Yamé et Maféré, les travaux à Krinjabo sont achevés. 1,860 km de bitume pour un investissement de 1,5 milliard de francs CFA. À Diaké, la plus heureuse, 5,380 km de bitume, ce qui représente environ 4 milliards de francs CFA. À ce jour, 98% de taux de réalisation sont à noter. Bonois, 2,900 km pour un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Travaux exécutés à 100% à la grande joie des populations. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci au président de la République qui a bien voulu avoir un regard bienveillant sur la ville de Bonois pour rééquiper, améliorer le réseau routier. Un grand merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour Maféré en particulier, mais aussi pour la Côte d'Ivoire de façon générale. Mission jugée donc satisfaisante. Ce qui a été fait pour le moment, parce que ça, on est au niveau de la première phase, il y a au moins une vingtaine de kilomètres sur l'ensemble de ces villes pour un montant de près de 11 milliards. Et pratiquement tout le pays est en chantier. Donc ici, là, on a une grande satisfaction parce que l'entreprise qui avait à charge des travaux ici a fait du bon travail. La ville de Grand Bassam, dans le cadre de ce projet, a obtenu 6,155 km de bitume pour 2,5 milliards de francs CFA. Les travaux se poursuivent. La région du Sud Comoé, comme de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire, va bientôt bénéficier d'une nouvelle phase de bitumage. Depuis ce mois de mai, un mécanisme provisoire de fixation des prix du caoutchouc est en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce mécanisme adossé aux cours mondiaux garantit aux producteurs 63% du prix sur le marché international au lieu de 61% comme par le passé. Edmond Koulibaly, directeur général du Conseil EVA Palmier, est allé justement récemment rencontrer les planteurs d'EVA de Bonois, histoire de leur expliquer ce nouveau mécanisme de prix. Mama Traoré. Cette rencontre du Conseil EVA Palmier à Huile avec les jeunes planteurs d'EVA a essentiellement porté sur le nouveau mécanisme provisoire de la fixation des prix du caoutchouc. Edmond Koulibaly, premier responsable de l'organe de régulation, explique qu'avec son rang de 4e producteur mondial d'EVA, la Côte d'Ivoire n'influe pas sur la cotation des cours internationaux de caoutchouc. Cette réalité a donc poussé le gouvernement à revoir la structure des prix appliqués en Côte d'Ivoire. Avec le mécanisme en vigueur, c'est désormais 63% du prix d'achat des fonds de tasse garantis aux producteurs, contre 61% par le passé. Quand le Conseil a été créé, le gouvernement a donné une mission de dire que vous devez veiller à l'amélioration des revenus des producteurs. Quand on vend 1 kg de caoutchouc, la question c'est, on a vendu à combien? Si on a vendu à 1000 francs, bon, le planteur il doit avoir combien? L'usinier doit avoir combien? Les coûts auxquels vous produisez votre EVA ont forcément changé. Les coûts auxquels les usiniers aussi transformaient le caoutchouc ont forcément changé. Et le marché lui-même a changé. Et donc, il était important qu'on regarde à nouveau sur la base de quels paramètres on peut parvenir à une nouvelle clé de répartition. Dans cette dynamique de relance de la filière EVA, la fiscalité a été revue à la baisse. Le taux d'imposition passe de 2,5 à 1,5%. Avec cette nouvelle donne, Edmond Koulibaly suggère aux planteurs de miser sur la qualité des produits afin de mieux tirer profit de leur labeur. Aujourd'hui, nous sommes dans un mécanisme transitoire. Dieu faisant, on va atteindre le mécanisme vrai. Nous regardons un peu nos voisins, c'est-à-dire le café cacao. Les choses sont bien organisées. Nous attendons aussi que le domaine des EVA soit aussi bien organisé. Mais avec l'avènement du Conseil EVA Palmier à Huile, nous osons que les choses vont aller de mieux en mieux. Nous avons un potentiel de 60 000 seigneurs que nous cherchons. Le Seigneur vit décemment aujourd'hui de son art. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est payé à 60 000 francs la tonne. Pour un Seigneur qui a 2 tonnes, vous voyez déjà le calcul. Pour tous ces efforts de redynamisation de la filière, l'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire
entend bientôt rendre hommage au chef de l'État. Les meilleurs d'entre eux ont aussi reçu des distinctions. Et on évoque pour terminer l'atelier de formation des nouveaux commissaires du RESAO pour des élections apaisées et démocratiques en Afrique. Fin de formation donc pour ces commissaires nouvellement investis dans les OGE, Organisation de structures de gestion électorale. L'activité a été initiée par le RESAO. Le RESAO, c'est le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Et c'est Sidonie Davila qui nous en parle. 3 jours d'intenses réflexions, d'échanges, de connaissances riches en partage d'expériences et d'acquis pour les nouveaux commissaires des organes de gestion des élections de l'espace CEDEAO. Une très belle expérience parce que nous avons eu des débats fructueux qui ont mis en exergue les spécificités des commissions électorales de tous les pays. Organiser les élections, ce n'est pas facile. C'est la pression. Donc, les nouveaux commissaires qui ont été désignés dans les différents pays, nous avons initié ces 2 journées pour leur permettre de bénéficier de l'expérience d'anciens commissaires, d'anciens présidents de commissions électorales et pour qu'ils sachent, ils soient préparés à leurs nouvelles fonctions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a aussi salué cette initiative du RESAO, Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Le RESAO a été créé sur l'initiative des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et ma présence ici témoigne de l'intérêt que la CEDEAO porte aux activités de son secrétariat permanent qui, depuis sa mise sur pied en juillet 2017, ne cesse d'œuvrer avec le concours de l'ensemble des commissions électorales membres pour la consolidation de la démocratie. Les questions électorales, les enjeux de la communication. 8 personnes ressources ont apporté leur expertise à cet atelier dont les acquis seront bénéfiques pour les pays membres de l'espace CEDEAO. Vous venez, mesdames et messieurs, les commissaires d'être armés pour la gestion d'un pan important dans nos processus. Ces enjeux de paix et de stabilité vous obligent à utiliser et capitaliser au mieux la formation reçue et vous obligent à poursuivre sans relâche votre formation continue, même en dehors du cadre institutionnel que vous offre le RESAO, de façon à consolider et pérenniser vos acquis d'hier et d'aujourd'hui. La formation des nouveaux commissaires, la première du genre dans l'espace CEDEAO, avec l'aide des partenaires, la coopération allemande GIZ, l'UE et IDEA International, s'est soldée par la remise d'un certificat de participation. Voilà, un reportage de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.